On pense souvent tout savoir sur les hormones, hein. La testostérone, le cortisol, on connaît. Mais si je vous disais que les vrais chefs d'orchestre, eh bien ce sont leurs précurseurs, des molécules secrètes qui tirent les ficelles en coulisses. Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur leur histoire, qui est absolument fascinante. Alors, on croit connaître les hormones, et pourtant, notre corps, il utilise une véritable armée d'agents dormants. Imaginez des molécules qui circulent comme ça, en silence, prêtes à être activées pile au bon moment, et surtout pile au bon endroit. C'est ce secret-là qu'on va dévoiler ensemble. Allez, voici le plan pour notre exploration. On va commencer par une petite visite de l'usine androgène, puis on suivra la chaîne de montage. Ensuite, on fera connaissance avec les 3 précurseurs principaux, on va percer leur incroyable secret, et on terminera en beauté avec leur activation finale. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, notre histoire, elle ne commence pas n'importe où. Elle démarre dans les glandes surrénales. On les connaît surtout pour l'adrénaline, le cortisol, mais en réalité, elles abritent un atelier de production bien plus discret. Et cet atelier, c'est ce qu'on appelle la zone réticulée, la zona reticularis. C'est la couche la plus profonde du cortex surrénalien. Pour se faire une image, c'est un peu comme une usine à 3 étages, et bien c'est tout en bas, au sous-sol, que sont fabriqués nos fameux androgènes. Maintenant, on va entrer dans l'usine pour voir un peu comment ça marche à l'intérieur. Ce processus de fabrication, ça s'appelle la stéroïdogénèse. C'est une sorte de chaîne de montage biochimique, mais d'une précision absolument incroyable. Ce schéma, il est vraiment parlant. Il nous montre que tout, absolument tout, part d'un seul et même ingrédient de base, le cholestérol. C'est la matière première universelle. Et à partir de là, l'usine a le choix. Elle peut fabriquer 3 produits très différents, des hormones pour gérer l'équilibre en eau, le cortisol pour gérer le stress, et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les androgènes. Alors la question c'est comment l'usine choisit ce qu'elle va fabriquer. Eh bien, elle utilise des ouvriers ultra spécialisés, les enzymes. Et ici, il y en a une qui est capitale, c'est la CYP7A1. Elle a une fonction très particulière qu'on appelle l'activité 17-20 liase qui agit en fait comme un aiguillage sur une voie de chemin de fer. Hop, au lieu de continuer tout droit vers la production de cortisol, elle dévie le processus sur la voie des androgènes. C'est elle qui décide. Pour faire simple, on peut retenir ces 4 étapes. D'abord, une première transformation. Ensuite, notre fameuse enzyme entre en jeu et coupe un petit morceau de la molécule pour créer ce qu'on appelle la DEHA. Après ça, une autre enzyme vient lui coller une sorte d'étiquette, sulfate, pour la transformer en DEHAS. C'est sa forme de stockage. Et enfin, cette DEHAS est libérée dans le sang où elle va patiemment attendre son heure. Ce processus donne donc naissance à 3 molécules clés. Et ce sont elles les véritables héroïnes de notre histoire. Et voici notre trio de choc. On a d'abord la DHA, c'est le précurseur de base, celui qu'on trouve en plus grande quantité. Ensuite, on a le DHEAS, lui c'est la forme de stockage, un immense réservoir stable qui circule tranquillement dans le sang. Et pour finir, l'androstendione, c'est un peu l'intermédiaire, le dernier maillon de la chaîne, juste avant de devenir de la testostérone ou des œstrogènes. Chacun a son rôle, mais ils sont tous dans la même mission. Ce tableau, il résume parfaitement la différence essentielle entre la DHEA et le DHES. Le truc, c'est de regarder la demi-vie. C'est ça la clé. À peine 15 minutes pour la DHEA contre près de 10 heures pour le DHES. C'est énorme comme différence. Et c'est justement pour ça que les médecins mesurent le DHES. Sa concentration est non seulement très élevée, mais surtout stable. C'est une fenêtre directe sur ce que produit l'usine surrénale. Et c'est là, vraiment, que l'histoire prend une tournure complètement inattendue. Parce qu'on parle de précurseurs d'androgènes, mais en réalité, le système est bien plus subtil et élégant que ça. Alors, il y a un mot un peu technique pour ça, mais c'est super important, c'est l'intracrinologie. L'idée, c'est quoi? C'est que ce ne sont pas les glandes surrénales qui décident de tout. Non, ce sont les cellules des tissus un peu partout dans le corps qui vont elles-mêmes fabriquer les hormones actives dont elles ont besoin à partir de ces fameux précurseurs inactifs qui se baladent dans le sang. Et voilà le point crucial, le cœur de l'histoire. La DHEA et l'androsténédione ne sont pas des androgènes actifs. Leur effet direct est quasiment nul. En fait, il ne faut pas du tout les voir comme des hormones. Non. Il faut les voir comme des plans de construction, des plans d'architecte que le corps envoie à différents chantiers dans l'organisme. Et c'est aux ouvriers sur place, dans chaque tissu, de construire exactement la maison dont ils ont besoin. Cette citation, elle résume parfaitement le génie du système. Au lieu d'inonder tout le corps avec des hormones surpuissantes, ce qui pourrait avoir des effets secondaires un peu partout, le corps fait quelque chose de beaucoup plus malin. Il fournit des briques de construction inactives et ensuite, chaque tissu peut piocher dans ce stock commun pour produire juste la quantité d'hormones dont il a besoin localement. C'est de la microgestion hormonale en fait. C'est brillant. Bon, maintenant qu'on a les plans, voyons un peu comment la construction se passe sur le terrain. C'est le dernier acte de notre pièce. Nos précurseurs, donc la DHEA et l'androsténidienne, voyagent tranquillement dans la circulation sanguine.
Et quand ils arrivent à destination, que ce soit la peau, les follicules pileux, le tissu graisseux ou la prostate, eh bien, les cellules locales les attrapent et là, les enzymes qui sont sur place se mettent au travail. Et à ce moment-là, nos précurseurs peuvent suivre deux chemins, deux destins totalement opposés, tout ça en fonction des enzymes qui sont présentes dans le tissu en question. Soit ils prennent la voie androgénique pour devenir des hormones dites mâles, soit ils prennent la voie œstrogénique pour devenir des hormones femelles. Si on suit la voie androgénique, la DHEA va d'abord être transformée en testostérone. C'est ce qui se passe par exemple dans la peau. Et dans certains tissus, comme la prostate, le système va même plus loin. La testostérone peut être amplifiée pour devenir une molécule encore plus puissante, la DHT. C'est un véritable booster pour un effet biologique maximal. De l'autre côté, on a la voie œstrogénique. Là, c'est une enzyme qui s'appelle l'aromatase qui va transformer l'androsténédione en œstrone, qui est un type d'œstrogène. Et ce mécanisme, il est absolument vital, en particulier pour les femmes après la ménopause. À ce moment-là, c'est le tissu adipeux qui devient la principale usine à œstrogène du corps, grâce à ce processus. Alors quand on réalise ça, que chaque tissu est en fait son propre maître hormonal, eh bien ça change complètement la donne pour la médecine. Notre vision des traitements, des maladies liées aux hormones et même du vieillissement, tout est à reconsidérer. La prochaine fois qu'on entendra parler d'hormones, il faudra se souvenir de cette armée de l'ombre, ces précurseurs discrets qui en réalité orchestrent une bonne partie de notre biologie depuis les coulisses.